Réalisée par le comité Mwawamamu, cette capsule présente la synthèse d'une recension des écrits sur l'inclusion des perspectives autochtones à la formation à l'enseignement des langues. Elle présente quelques éléments et ancrages conceptuels pour ensuite exposer des pratiques d'enseignement inspirantes susceptibles d'être réinvesties en didactique des langues. Elle s'adresse aux personnes formatrices, professeurs et chargés de cours des facultés d'éducation dans les universités québécoises et canadiennes. Un total de 13 références ont été recensées et comprennent des articles scientifiques, des thèses doctorales et des ouvrages. Les études retenues couvrent la période de 2010 à 2020. Au Canada, l'inclusion des perspectives autochtones dans le curriculum universitaire est assez récente, ce qui explique la courte période de publication sur cette thématique. Nous vous présentons ici les principes généraux que nous relevons par rapport à l'inclusion des perspectives autochtones dans la formation à l'enseignement des langues. Il faut se sensibiliser aux enjeux et spécificités des langues autochtones, développer une posture réflexive sur son rapport aux langues officielles, qui sont également les langues colonisatrices, participer à des ateliers de formation continue sur l'inclusion des perspectives autochtones en didactique des langues, et finalement, s'engager à valoriser les langues et les cultures autochtones dans sa pratique professionnelle en didactique des langues. Par l'enseignement des langues, nous entendons l'anglais et le français, qui sont les deux langues officielles des programmes de formation au Canada. Dans le monde de l'éducation, le contexte d'enseignement favoriserait la reproduction de la langue, de la culture dominante et de ses valeurs. En contexte de formation en didactique des langues en université francophone, il est d'autant plus important de s'intéresser et de réfléchir à l'enjeu identitaire d'une telle formation. Au Québec, il est également intéressant de prendre conscience que les langues autochtones sont en cours de transmission et de revitalisation dans les écoles et les communautés autochtones pour éviter qu'elles ne disparaissent. Cette perte linguistique est liée à l'histoire coloniale des pensionnats. Ainsi, la non-reconnaissance des langues autochtones par rapport au statut du français peut être sensible pour les membres des premiers peuples. Des tensions identitaires entre la position d'oppressé et d'oppresseur peut rendre la réflexion difficile chez les formateurs. En effet, les déterminismes culturels, les privilèges et les sentiments de culpabilité et de responsabilité peuvent jouer un rôle sur la réflexivité des futures personnes enseignantes allochtones. Elles doivent donc développer un esprit critique par rapport à leurs pratiques ainsi qu'aux expériences et aux visions du monde des différents apprenants aux multiples profils avec qui elles interagissent. Les recherches tentent à démontrer que l'approche disciplinaire principalement utilisée dans les milieux universitaires est une approche en silo qui nécessiterait un décloisonnement. Entre autres, ce décloisonnement entend une prise en compte de l'interrelation des savoirs. Plusieurs principes généraux pour l'inclusion des perspectives autochtones à la formation en enseignement sont explorés dans les différents articles recensés et seront présentés dans les diapositives à venir. Ces principes sont en fait des modalités qui incluent et respectent les savoirs autochtones avec lesquels les personnes formatrices mettent en relation les langues. Ces différentes modalités impliquent également la rencontre avec les savoirs et la transmission autochtone, notamment par la rencontre d'autrices et d'auteurs autochtones, par la mise en voie de poésie autochtone, la visite de musées et de salons du livre autochtone, des projets d'écoute de chansons en langue autochtone, des films documentaires ou de courts-métrages autochtones. Toutes ces modalités font partie d'une vision multimodale qui suscite les discours et la déconstruction de stéréotypes associés à l'histoire et au vécu des personnes autochtones. Dans le but de laisser une place aux voix autochtones dans la classe et de valoriser les cultures autochtones, la rencontre avec des auteurs, des conteurs, des poètes et des artistes autochtones est à considérer pour une personne formatrice qui souhaite se former à l'inclusion des perspectives autochtones dans ses pratiques. Que ce soit par des rencontres ponctuelles, des participations à des cercles de discussion autour d'œuvres autochtones ou encore par le visionnement de documentaires biographiques, les personnes formatrices peuvent se sensibiliser aux cultures, aux savoirs et aux réalités autochtones, qu'elles soient passées ou contemporaines. Ces activités sont également transférables dans le cadre de la classe. Enseigner la langue en relation avec l'environnement implique non seulement d'utiliser des mots pertinents que les élèves auront la chance de recontextualiser au quotidien, mais aussi d'ouvrir le dialogue avec la communauté afin de s'assurer que ces mots enseignés sont pertinents et bien choisis.
Il faut amener les futures personnes enseignantes à développer un regard critique et réflexif par rapport au matériel et au lexique utilisé pour l'enseignement de la langue, mais également par rapport aux mots choisis. À droite de l'image, vous trouvez un exemple de stratégie qui peut être utilisée pour l'enseignement du vocabulaire, soit l'enseignement par les réseaux de mots. Il s'agit d'expliciter des relations de sens entre les mots, notamment en mettant en lumière des catégories autour d'un mot thème, et de réfléchir aux différentes ramifications à bâtir autour de celui-ci. Dans une optique d'inclusion, il est intéressant que les futures personnes enseignantes soient mises en contact avec diverses langues autochtones, notamment pour leur apprentissage et leur formation continue, mais aussi pour mettre ces langues à contribution dans leur enseignement. L'inclusion d'approches plurilingues dans l'enseignement est donc à considérer. Pour ce faire, il est possible de participer à des ateliers d'initiation aux langues autochtones ou encore d'utiliser des œuvres littéraires plurilingues. En termes de littérature jeunesse, les éditions du Soleil de minuit présentent une série d'albums bilingues qui mettent en valeur des langues autochtones. Le principe d'accorder une plus grande place à l'oralité et à l'interactivité est central. En effet, le visuel, la sonorité et l'interactivité sont indissociables de l'apprentissage des langues. Grâce à ces éléments, l'idée de partage est facilitée. Un exemple concret pour ce faire serait d'inclure les cercles de parole à l'enseignement. Avec l'utilisation d'un bâton de parole, par exemple, le moment de prendre la parole et la manière de le faire deviennent très concrets pour les personnes apprenantes. Nous avons exposé, dans la première partie de la capsule, l'importance de poser un regard réflexif sur sa pratique. Dans la prochaine section, des pratiques inspirantes issues de recherches-actions menées en milieu scolaire autochtone ont été recensées et sont présentées. Ces pratiques mettent en exergue le fait que l'apprentissage des langues peut se faire par l'expérience, de manière concrète, comme nous venons de l'exposer, toujours dans l'idée d'arriver à l'inclusion des savoirs, perspectives et réalités autochtones dans l'enseignement. Les cercles de cette diapositive représentent les 3 compétences à développer dans le domaine de la littératie. On y retrouve des pistes émergentes inspirées de recherches-actions menées auprès des communautés autochtones. Au centre des 3 cercles, on retrouve la synergie, qui est l'interrelation entre les 3 rapports à la langue, qui sont respectivement l'oral, l'écriture et la lecture. La complémentarité des 3 rapports est nommée par Campeau comme l'inter- et la transdisciplinarité. Dans chacun des cercles, on retrouve des pratiques inspirantes qui ont été menées en milieu scolaire autochtone. Par exemple, les cartes lexicales qu'on retrouve dans le cercle « Écriture » représentent des cartes qui ont été utilisées dans une recherche-action. Il s'agit en fait d'associer des cartes de mots avec la forme des mots et des informations ou des images et des photos locales pour discuter de l'utilisation de ce mot tout en le présentant, ce qui permet une bonne rétention des informations et la pratique du vocabulaire. Certaines pratiques et certains éléments chevauchent l'oral et la lecture. On pense notamment à l'éveil aux langues autochtones, aux contes et aux légendes, ainsi qu'à la poésie. Ces pratiques sont pertinentes et peuvent être réinvesties dans la formation à l'enseignement du français, de l'anglais et des langues autochtones dans une approche inclusive des perspectives autochtones. De nombreux ouvrages de contes et de légendes écrits par des personnes autochtones sont également disponibles. Sur la diapositive, 3 exemples sont présentés, soit Antlakawanganal, légende, écrit par Nicole Obom-Sawin, qui est agente culturelle de la nation Wabanakise, Dans l'œil du lièvre, recueil de poèmes et d'images écrits et illustrés par Christine Siwi-Wawanoloat, et Légende iroquoise écrit par Teanet Torrens, Ray Faden. La poésie autochtone est un incontournable à exploiter en classe et permet notamment l'animation d'activités 3, 4, 5+. Sur la diapositive, on retrouve le recueil de poésie Ninawas, Moi l'enfant de Joséphine Bacon. Ce recueil contient la poésie de jeunes élèves Innu qui ont été guidés dans leur écriture par les écrivaines Joséphine Bacon et Laure Morali. Les activités 3, 4, 5+, sont des activités qui découlent de la poésie et qui proposent que les élèves utilisent tout leur sens pour vivre cette poésie. Un bon exemple d'une activité de ce genre serait de goûter des aliments qui sont présentés dans un livre de poésie. La mise en contact d'œuvres artistiques, d'art visuel ou de théâtre par exemple, permet de se représenter,
de manière artistique, les réalités contemporaines et passées des personnes autochtones ou encore certains éléments culturels. Les intégrer à son enseignement et consommer cet art dans une idée de formation continue pour une personne formatrice est une pratique optimale. Parmi ces ressources servant de levier de décolonisation en didactique des langues, on retrouve le modèle développé par Lavoie et Blanchet, soit un modèle pédagogique du récit de vie basé sur l'expertise d'enseignantes et d'aînés autochtones. Ancré dans la tradition orale, le récit de vie repose sur la narration d'expériences de vie et sur le regard réflexif porté sur cette expérience. Il s'inscrit dans le partage, dans le ressenti et dans une écoute active. Les cercles de parole font également partie de ces pratiques d'enseignement inspirantes qui peuvent être réinvesties dans différents contextes. Cette pratique consiste à ce que la personne responsable donne une plume ou un objet à la personne qui aura la parole, représentation symbolique de son tour de parole. Les autres personnes participantes, à ce moment, prennent une posture de non-jugement, d'ouverture, de respect et d'écoute. Plusieurs ressources pédagogiques et pratiques sont disponibles comme levier de décolonisation en didactique des langues. Dans l'idée de valoriser les perspectives, réalités et savoirs autochtones ainsi que la tradition orale, le fait d'inviter des personnes aînées conteuses est une pratique envisageable et intéressante. Toutefois, comme ces personnes sont sursollicitées, il est pertinent de connaître d'autres ressources qui permettent un accès à cette transmission oralisée. Des initiatives intéressantes partagées dans l'univers numérique permettent ce contact. Sur la diapositive, vous avez un exemple d'une de ces initiatives. La pratique de l'écriture ancrée dans le territoire demandant l'utilisation de référents linguistiques appartenant à l'environnement naturel, ou encore les représentations artistiques et les représentations théâtrales permettent de concrétiser les représentations historiques et sociales et de promouvoir une ouverture au savoir et aux histoires des personnes autochtones. Un moyen efficace pour laisser davantage d'espace aux perspectives et aux savoirs autochtones en formation à l'enseignement est le recours aux œuvres d'autrices et d'auteurs autochtones. L'idée est de bâtir les activités d'apprentissage autour de ces repères culturels. L'utilisation de la littérature autochtone permet de faire le pont entre les savoirs difficiles, issus de l'histoire coloniale, et une prise de conscience des futures personnes enseignantes et de leurs futurs élèves, ce qui permet l'immersion dans les réalités autochtones, et ce, du point de vue de membres des communautés. Sur la diapositive, les autrices et auteurs présentés sont notamment Naomi Fontaine, Joséphine Bacon, Michel Jean, Marie-André Gill, Natacha Canapé-Fontaine, David Robertson, Christine Siwi-Wawanoloat, Yolande Okia-Picard et Nicole Obomsawin. Ce ne sont que quelques exemples de toute la variété existante. Vous retrouvez également l'anthologie d'écrits des premiers peuples, Tracer un chemin, œuvre produite sous la direction du professeur Olivier Dezutter, de Naomi Fontaine et de Jean-François Letourneau. Cette anthologie répertorie des écrits des premiers peuples et elle est maintenant présentée dans une deuxième édition revue et augmentée. Les prochaines diapositives présentent une brève définition de ce que nous entendons par littérature autochtone ainsi que différentes pratiques didactiques inspirantes utilisant cet outil pédagogique que sont les œuvres littéraires. L'utilisation de la littérature autochtone en classe est également un bon levier de décolonisation en lien avec la didactique des langues. La littérature autochtone se définit brièvement ainsi. Ce sont les textes d'autrices et d'auteurs autochtones qui illustrent des réalités ou des fictions passées, présentes ou futures, sensibles ou non, parfois inspirées de personnages autochtones marquants et ou d'éléments culturels autochtones. Ces textes permettent, pour le lectorat, une prise de conscience des réalités historiques et contemporaines autochtones. La tenue de salons du livre autochtone ou encore leur visite font partie de ces pratiques inspirantes mentionnées plus tôt. Nous pensons entre autres à celui vécu dans la communauté de Picogan, et ce, à 3 reprises. Le projet de recherche-action mené par l'équipe de la professeure Christiane Blazer a permis d'équiper les classes de l'école d'une communauté de coins lecture et de valoriser la littérature autochtone par l'entremise de la tenue de ces salons du livre.
La littérature jeunesse autochtone est également présente dans l'univers littéraire. Campo suggère des questions que peuvent se poser les personnes enseignantes ainsi que les futures personnes enseignantes au regard des ressources autochtones utilisées en classe à des fins pédagogiques. Le comité Mwawamamù de l'Université de Sherbrooke s'est inspiré du modèle proposé par Campo et a développé un outil d'analyse des œuvres de littérature jeunesse. Le diagramme représente une série de questions à se poser dans le but d'analyser une œuvre jeunesse qui traite de réalités autochtones. Tel qu'indiqué sur le diagramme, ces questions à se poser concernent la source de l'œuvre, à savoir qui est la personne autrice de l'œuvre ainsi que sa nation et sa communauté, le cas échéant, la date à laquelle l'œuvre a été éditée, à savoir si elle a été publiée avant ou après l'ère des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation de 2015, la terminologie qui est utilisée dans l'œuvre, à savoir si elle est désuète voire dégradante, les sujets qui sont traités dans l'œuvre, à savoir si ces derniers semblent traités d'un point de vue colonial ou autochtone, la reconnaissance de l'œuvre, à savoir si les membres des communautés, par exemple, sont reconnus comme contributeurs, passeurs culturels ou encore si l'œuvre a gagné des prix, la catégorisation de l'œuvre comme classique, donc à savoir si l'œuvre a fait l'objet d'une adaptation cinématographique appropriée ou encore si cette adaptation véhicule des stéréotypes sur les premiers peuples, les représentations graphiques et les illustrations, à savoir si les représentations des personnages, par exemple, sont stéréotypées, ainsi que la traduction, donc à savoir si l'œuvre contient des termes autochtones, soit sous la forme d'œuvres bilingues ou encore de termes autochtones infusés dans les œuvres. L'outil développé sera disponible sous sa forme exhaustive au Centre de ressources pédagogiques de l'Université de Sherbrooke, ainsi que sur le site web du comité Mwawamamù de l'Université de Sherbrooke. Ces différents critères d'analyse se veulent des pistes de réflexion pour se questionner sur la littérature présente dans sa classe. Le fait qu'une œuvre, par exemple, n'ait pas été écrite par une personne autochtone ne signifie pas nécessairement que l'œuvre n'est pas de qualité et qu'elle doit être mise de côté, mais il est important de développer le réflexe de poser un regard critique en ayant une vue d'ensemble des critères sur les différentes œuvres qui traitent des réalités et perspectives autochtones dans le but d'optimiser ses pratiques d'enseignement. En somme, il faut garder en tête que les enjeux identitaires liés à la langue sont tangibles et importants à considérer dans le domaine de la didactique des langues, que la posture de la personne enseignante peut différer lorsqu'il est question d'aborder les perspectives autochtones en classe. Elle se positionne comme enseignante, mais elle est également en apprentissage, qu'il est possible de s'inspirer de diverses pratiques qui ont été menées dans le contexte scolaire, et que l'utilisation des œuvres autochtones est bénéfique dans le contexte de la didactique des langues. Pour conclure cette présentation, rappelons que les diverses pratiques inspirantes présentées dans cette capsule le sont à titre d'exemple et que l'essentiel est de développer la conscience de porter un regard critique sur ces pratiques ainsi que sur le matériel didactique et les œuvres utilisées en classe. Par ailleurs, la véritable pratique gagnante est d'ouvrir le dialogue et d'aller à la rencontre des membres des premiers peuples. Merci.